Bonjour tout le monde, je suis content de vous présenter cette capsule vidéo sur la mécanique respiratoire. Particulièrement content de vous présenter cette vidéo-là parce qu'enfin on délaisse un peu la physique puis on fait de l'inhalothérapie pure et dure. Premièrement, pour toute la mécanique respiratoire, pour ce vidéo-là et le prochain, toutes les pressions vont être relatives. Donc, on travaille toujours en pression relative, ce qui veut dire qu'une pression négative, normalement, c'est une succion, une pression plus basse qu'une pression atmosphérique, PB ou PATM. Puis aussi, toutes les pressions, on va les exprimer en centimètres d'eau. Donc, étant donné que c'est fatigant à écrire centimètres H2O, ben, toutes les valeurs sont toujours en centimètres d'eau. Un petit peu de par cœur au début, des petites notions qu'il faut savoir. Premièrement, il y a 3 pressions réelles qu'on va travailler avec pour nos analyses. La pression à la bouche, la pression des alvéoles, donc au fin fond des poumons, donc à l'intérieur des poumons, et enfin la pression de l'espace pleural. Selon les manuels, selon les cours, selon vos profs, vous allez avoir différentes notations pour ça ici. Pour ma part, j'ai décidé de mettre 2 indices là, pour préciser c'est quoi la variable en question. Donc PBO, c'est P bouche, PAL, c'est P les alvéoles, et PPL, ça va être la pression de l'espace pleural. Ça, c'est les 3 pressions réelles, en ce sens que c'est 3 pressions qui existent réellement, c'est-à-dire à la bouche, vous avez une pression qui est définie, dans les alvéoles aussi, et à l'espace pleural aussi. Enfin, il va y avoir les 3 pressions dites différentielles. Donc, c'est des écarts de pression entre deux milieux. Les voici les 3. C'est des pressions qu'on connaît déjà quand même un peu, surtout pour les 2 à gauche. Mais là, on va le baliser. Donc, la pression entre la bouche et les alvéoles, donc entre l'entrée des voies respiratoires et le fond des voies respiratoires, ben c'est les pressions résistives, c'est les pressions liées aux résistances. Le changement de pression entre l'intérieur et l'extérieur des poumons ici, c'est causé par les résistances quand l'air passe à travers tous les conduits d'air pulmonaires dans le fond. La pression élastique, elle, c'est ce qui est responsable de venir étirer le poumon. Donc, ça prend pour que le tissu pulmonaire puisse s'étirer, c'est en lien avec la compliance. Ben, on doit avoir une pression qui est plus faible à l'extérieur des poumons qu'à l'intérieur des poumons. C'est ce qui permet aux poumons de venir gonfler. Et ça, c'est la pression élastique. Finalement, la pression entre l'entrée, le début des voies respiratoires et la toute fin des voies respiratoires, qui est l'espace pleural, on va appeler ça la pression transrespiratoire. Ces pressions différentielles-là, ça va toujours être l'écart de pression entre deux milieux. Petit truc pour s'en rappeler, c'est toujours la pression la moins creuse dans ce chemin-là, moins la pression la plus creuse. C'est une convention qui a été faite. La meilleure façon de s'approprier ça, c'est via tout de suite un exemple. Je vous dis qu'un patient, par exemple, pour inspirer, pour un certain volume inspiré et un certain débit, c'est comme si on prenait une photo, on regardait un certain moment qui inspirait un certain volume et pour lequel il y a un certain débit. Ben, c'est sûr que pour que l'air rentre dans les poumons, comme on a déjà dit avant, c'est comme une succion d'air dans les poumons, la pression est toujours plus basse au point où l'air se dirige. Donc, il faut qu'elle soit plus haute au début, puis plus basse à la fin. Donc, vu qu'on est en inspiration, la pression à la bouche doit être plus élevée que la pression dans les alvéoles. C'est donc cette pression négative-là ici qui attire l'air dans les poumons. Ensuite, pour étirer les poumons pour un certain volume, ben à ce moment-là, il faut que l'espace pleural, il faut que le diaphragme est forcé suffisamment pour être capable de créer une pression très négative dans l'espace pleural. Et cette pression négative-là va venir étirer le tissu pulmonaire. D'après les définitions qu'on s'est données, la pression résistive ici va être 3. Autrement dit, pour aller de la bouche aux alvéoles, il faut venir battre les résistances, on peut parler dans ces termes-là. Il faut donc fournir 3 cm d'eau de pression. Maintenant, pour réussir à étirer les tissus pulmonaires, ben, l'écart entre moins 3 et moins 15, c'est 12. Donc, il faut fournir 12 de pression élastique pour être capable de venir étirer le tissu pulmonaire. Remarquez que si on veut y aller avec des formules, les formules ici marchent, toujours faire pression la moins creuse, même moins la pression la plus creuse. Par exemple, pour la pression résistive, on fait au début, donc la moins creuse la bouche, jusqu'à la plus creuse les alvéoles. Donc on voit que si on fait 0, moins 3, ça nous donne bel et bien 3 ici de pression résistive. Pour la pression élastique, on voit que la pression alvéolaire, c'est la moins creuse. La plus creuse dans le trajet de la respiration, c'est l'espace pleural. Si on fait moins 3, moins 15, ça revient à faire moins 3 plus 15, ce qui nous donne 12 positif. Donc tout est pris positif quand on descend comme ça à l'inspiration. Et la transrespiratoire, qui est donc le début de la bouche, moins le plus creux l'espace pleural, on voit que ça donne ici 15. Une autre façon d'écrire la pression transrespiratoire, on voit que ça fonctionne, c'est de dire que c'est la somme de la pression résistive et de la pression élastique.
C'est un peu logique parce que la pression transrespiratoire, ça nous dit au total combien est-ce qu'on a à fournir de pression pour réaliser une inspiration avec un certain débit puis un certain volume. Et ça, c'est juste séparément ce qu'il faut fournir. Donc, il faut battre les résistances de 3 cm d'eau et battre l'élasticité du poumon à 12 cm d'eau. Donc, au total, ça donne 15 à battre. Donc, il faut accomplir, il faut fournir 15 cm d'eau de pression pour être capable d'inspirer, que ce soit via l'abaissement du diaphragme dans une respiration qui est spontanée, naturelle, ou via un ventilateur qui viendrait ventiler artificiellement un patient lors d'une intubation. Notez que le schéma qui tire représente une inspiration qui est naturelle, c'est-à-dire spontanée, parce qu'à la bouche, on a vraiment une pression de 0, ce qui veut dire que c'est la pression atmosphérique, et la respiration ou l'inspiration est créée par un abaissement du diaphragme qui crée une pression négative dans l'espace pleural. Dans une ventilation qui serait artificielle, qui serait ventilée, on aurait 0 à l'espace pleural, ou serait peut-être un peu comprimé, mais en fait, la pression serait positive ici. Donc, juste pour dire, ce serait quoi la différence? Mais quand même, les pressions ici seraient les mêmes, les pressions différentielles. Maintenant, on va parler de l'expiration. Soyez concentrés, ce bout-là est un peu mélangeant, mais quand on le comprend, ça va bien. Donc, qu'est-ce qui va changer à l'expiration? On prend pour acquis qu'on a le même volume et le même débit qu'au début. La seule différence, pour la photo qu'on a prise, mais la seule différence, c'est que là, on est en expiration. Pour être capable d'expirer, pour que le débit soit sortant, donc qu'il parte des poumons et qu'il sorte, il faut que la pression dans les poumons, dans les alvéoles, soit supérieure à la pression à la bouche. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que je dis que c'est dans les mêmes conditions, on aurait besoin à ce moment-là de plus 3 cm d'eau à l'intérieur des poumons. Donc, la pression résistive, si on se fait au petit calcul ici, ça deviendrait moins 3. Le signe change, parce que si on fait 0, moins 3, ici, ben on obtient moins 3 directement. Mais, peu importe si on est en inspiration ou en expiration, ça ne change absolument rien pour l'étirement des poumons. Si vous avez un certain volume, disons 500 ml d'air dans vos poumons, que vous soyez en train d'inspirer ou d'expirer, votre poumon est étiré et donc le 12 cm d'eau reste du même signe positif. Il n'y a pas de changement ici. C'est pas vrai qu'à l'expiration, votre poumon est plus petit qu'au repos. Il reste quand même gonflé. Donc, maintenant, l'écart entre ces deux milieux-là doit être 12. Vous avez plus 3 dans les alvéoles. Et donc, si on s'en va dans l'espace pleural qui est toujours plus basse, ben, plus 3 moins 12 va donner moins 9. Je t'allais vite un peu ici. Fiez-vous à l'équation ici si vous voulez vous rassurer. La pression élastique demeure 12. La pression des alvéoles est maintenant plus 3. Et donc, si on envoie ça de l'autre côté, si on joue avec l'équation, ça va vraiment donner moins 9. L'écart ici est de 3, mais sortant comme ça. Ici, l'écart reste de 12, mais toujours dans le même sens que tantôt. Et, étant donné que la pression transrespiratoire, c'est la pression résistive plus la pression élastique, à l'expiration, pour les mêmes conditions, le même instant, donc pour un certain volume et un certain débit expiratoire dans ce cas-ci, on se ramasse avec une pression transrespiratoire qui est seulement 9. Ici, ça explique pourquoi on a des boucles en ventilation. Je n'en avais pas trop parlé dans la vidéo précédente, mais là, je peux bien vous l'expliquer. À l'inspiration, on a toujours besoin d'une pression plus grande. Donc, à l'expiration, c'est pas qu'on a de besoin, mais la résultante de pression va toujours être plus faible à l'expiration, plus grande à l'inspiration. On peut le voir ici, c'est pas vrai que c'est moins, l'équation reste toujours plus, mais vu que la valeur est négative ici, nous, dans notre exemple, on avait 15 de pression transrespiratoire à l'inspiration et on avait 9 à l'expiration. Donc, bref, la pression élastique, c'était 12. À l'inspiration, il fallait faire 12 plus 3 pour obtenir le 15. Et à l'expiration, c'était 12 moins 3 pour obtenir le 9. Et c'est ce qui crée la différence entre les deux pressions ici. C'est ce qui fait qu'il y a une boucle. Vous pouvez facilement maintenant vous imaginer pourquoi un asthmatique, les boucles vont ouvrir. Imaginez que un asthmatique, en fait, ou n'importe qui a des problèmes de résistance, que l'air passe moins bien, mais c'est les pressions de résistance qui vont être affectées ici. Donc, imaginez, juste pour mettre des chiffres bidons, que là, on avait 3 de pression de résistance, mais imaginez qu'on avait à la place 6. On aurait eu 12 plus 6 qui aurait donné 18. Et ici, on aurait 12 moins 6 qui aurait donné 6. Donc, on aurait, au lieu d'avoir un écart entre 9 et 15, on aurait un écart entre 6 et 18. Ça aurait ouvert la boucle ici. C'est pour ça que l'air ici, la surface à l'intérieur de la boucle, représente le travail respiratoire qu'il faut accomplir pour réussir à respirer.
Petit flashback de notions que vous avez déjà vues. Avant, on n'en parlait pas dans ces termes-là, parce que bon, je vais introduire une chose à la fois. Mais quand on parlait de delta P est égal à résistance fois débit, delta P égale R fois Q, qui était la loi de Poiseuille. Mais ici, je mettais juste delta P, mais nous autres, delta P, ça représente une pression différentielle, un écart de pression, mais maintenant, ça va être la pression résistive. Donc, la pression résistive est directement liée aux résistances, et c'est proportionnel aussi au débit qui passe dans les voies respiratoires. Ici, j'ai isolé la pression, à droite, j'ai isolé la résistance. Mais c'est la même équation. En revanche, quand on parlait de la compliance, on avait une pression ici, mais ce n'est pas n'importe quelle pression. Maintenant, on sait que cette pression-là, c'est la pression élastique. Ici, on l'avait plus vu comme ça, qu'à la compliance, c'est défini comme la variation de volume qu'on peut obtenir par unité de pression. Mais encore là, on peut isoler une variable ou l'autre selon ce qu'on a de besoin. Ici, c'est écrit, ça définit la pression élastique à partir de la compliance, c'est-à-dire que la pression élastique, c'est le volume inspiré divisé par la compliance. Donc, pression résistive, ça va avec le débit et les résistances. La pression élastique, elle dépend du volume inspiré et de la compliance. On y va maintenant avec 3 analyses cliniques, une après l'autre. Un patient possède une compliance de 100 ml par centimètre d'eau et une résistance de 2,5 cm d'eau par litre par seconde. Ouais, c'est tannant un peu les unités des résistances. Dites-vous que si on regarde l'équation précédente ici, la résistance, c'est une pression divisée par un débit. Mais un débit, c'est des litres par seconde. C'est pour ça qu'on a des centimètres d'eau par litre par seconde. Pour ne pas vous mélanger là, ici, parce que des fois c'est un petit peu évident de faire un changement d'unité avec quelque chose qui a 2 divisions dedans. Ce que je vous invite à faire, changer les unités du débit ou du volume quand vous travaillez avec la résistance et travailler avec les unités que les résistances vous donnent. Là. Donc ici, autrement dit, on va le 800 ml pour travailler avec les résistances, par exemple, on va tout de suite, on va venir transformer ce 800 ml-là en litres. Fait qu'on n'aura pas besoin de jouer avec les unités de la résistance. Bon, pour revenir à la question, je vous dis que la prescription demande une ventilation volumétrique. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait parlé de la ventilation volumétrique. Ça veut dire que c'est le volume et donc le débit qui est balisé pour un volume inspiratoire de 800 ml et le temps inspiratoire est de 1,25 secondes. Ma question, quelle serait la pression de pointe du ventilateur? Donc, quelle pression on s'attend à ce que le ventilateur ait besoin de fournir pour accomplir cette ventilation mécanique-là? Ben, on y va avec les définitions, avec les équations de la page précédente. Premièrement, on va trouver le débit, qui est juste la variation de volume par unité de temps. Puis en mode volumétrique, le débit est constant, donc on est tout à fait correct de faire ça comme ça. Donc ici, 800 divisé par 1,25, ça fait 640 ml par seconde, ou encore 0,64 litres par seconde. Je l'ai changé ici en litres par seconde, justement pour aller avec ma résistance qui est en litres par seconde ici. Ensuite, ben, la pression de la résistance, c'est les résistances fois le débit. Donc, résistance, c'est 2,5. Le débit, il est 0,64 et ça me donne une pression résistive de 1,6 cm d'eau. Pour la pression élastique, c'est le volume divisé par la compliance. Ici, ma compliance était définie en millilitres. Ça va souvent être le cas d'ailleurs, donc je peux garder sans problème le volume en millilitres. Donc, je fais 800 ml divisé par 100 ml par centimètre d'eau, ce qui donne un 8 cm d'eau de pression élastique. Finalement, la pression au ventilateur, c'est la somme des deux pressions. Autrement dit, quand on ventile un patient, on a deux choses à vaincre. Il faut vaincre les résistances et il faut vaincre l'élasticité du poumon. Donc, à ce moment-là, on additionne ces deux pressions-là. 8 pour être capable d'étirer le poumon, 1,6 pour être capable de faire passer l'air à ce débit-là. Et ça donne une pression de 9,6 cm d'eau. Ouais, évidemment, dans les ventilateurs, souvent, on va définir une pression expiratoire positive. Donc, cette pression-là serait supplémentaire à la pression expiratoire positive qui aurait pu être fixée. L'écart entre les deux serait de 9,6. Deuxième situation que j'ai pour vous, je vous dis que le patient de l'exemple précédent, on remarque, là, on regarde le ventilateur, au début tout était beau, c'était autour de 10 cm d'eau qu'on avait besoin, mais là, soudainement, la pression expiratoire, elle monte à 16,5. Quel est le problème? Et ça, c'est une chose, en tant qu'inhalo, vous allez devoir être alerte à ces choses-là. Si vous voyez que, soudainement, à l'inspiration, la pression nécessaire augmente, ben, vous devez vous poser des questions, à savoir, votre patient qui est inconscient, ben, qu'est-ce qui se passe avec lui? S'il est intubé, il y a des bonnes chances qu'il soit inconscient. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui devez poser le diagnostic. C'est pas lui qui va vous dire c'est quoi le problème. C'est vous qui devez l'évaluer pour être capable de poser un diagnostic. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé pour que la pression monte à 16,5? Ben, une première chose qu'on peut dire, les résistances ont peut-être augmenté, parce que si les résistances ont augmenté, ça fait augmenter la pression de résistance.
Mais ça peut aussi être une diminution de la compliance, le problème. Ça se peut que ce soit un patient qui a un problème de fibrose, puis là, il y a une crise ou peu importe quoi, et là, à ce moment-là, la pression élastique augmente. N'oubliez pas la compliance que ça représente, hein? Ça représente la facilité d'un poumon à s'étirer. Donc, si la compliance diminue, ça veut dire à ce moment-là qu'il faut fournir plus de pression pour être capable d'étirer les poumons. Fait qu'a priori, juste avec l'inspiration, vous ne pouvez pas dire c'est quoi le problème du 16,5 ici. Il faut être capable de regarder d'autres choses qui vont nous donner un son de cloche, à savoir c'est laquelle des deux situations qui cause l'augmentation de pression, ou c'est peut-être une combinaison des deux. Le premier indice à regarder, c'est l'expiration. Même quand on ventile un patient, l'expiration est passive, est naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le ventilateur qui suctionne de l'air du patient. C'est le patient normalement qu'on fait juste relâcher la pression du ventilateur, puis ça déclenche une expiration chez le patient automatiquement. Mais c'est quand même monitoré, ces expirations-là, donc on peut aller chercher de l'information là-dessus. Parce qu'en effet, si le problème c'est une diminution de la compliance, quand on a une compliance qui est basse, c'est difficile d'inspirer. Une compliance qui est basse, imaginez une ballonne là, qui est super difficile à gonfler. Mais à ce moment-là, c'est dur à gonfler, mais si vous voulez relâcher votre ballonne, vous arrêtez de souffler dedans, puis vous faites juste laisser le bout ouvert, ben elle va expirer facilement, elle va se vider bien vite votre ballonne. Vous pouvez le penser avec un ressort ou un élastique qui est super dur à tirer, vous forcez pour le tirer, qui est l'équivalent d'une inspiration, mais dès que vous le relâchez pour expirer, il retourne à sa place, puis c'est pas long. En revanche, si le problème c'est des résistances qui fait que la pression à l'inspiration augmente, ben, c'est difficile d'inspirer. Ça serait gonfler une ballonne, mais à travers une toute petite paille. Mais là, à ce moment-là, si vous soufflez la ballonne avec votre petite paille, c'est dur. Mais si vous relâchez, puis vous laissez l'air sortir à travers la même petite paille, mais la ballonne, elle ne se videra pas vite. Fait qu'ici, pour l'équivalent d'un ressort, ce serait de penser à un ressort qui serait que vous l'étirez, mais dans du miel. Puis là, quand vous le relâchez, ben, le miel qui faisait que c'était dur de le tirer, si votre ressort est dans le miel, mais quand vous le relâchez, le miel va l'empêcher de revenir à sa place aussi. Donc, si les problèmes sont les résistances, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à expirer aussi. Autrement dit, ces deux cas-là présentent les mêmes problèmes à l'inspiration, ce qui peut justifier l'augmentation de pression expiratoire, mais présentent des situations différentes à l'expiration. Donc, si ça, c'est votre graphique de débit pour le patient quand il était normal, bien, si vous remarquez que le débit à l'expiration il est extrêmement fort, donc autrement dit, il expire fort et pas longtemps, ça c'est une ballonne qui se vide tout de suite, bien à ce moment-là, vous pouvez vous attendre que le problème c'est une diminution de la compliance. En revanche, si vous remarquez que quand à l'expiration est très faible, puis là, vu qu'elle est faible, ça veut dire que ça va prendre beaucoup de temps à expirer, mais là, à ce moment-là, vous pouvez poser le diagnostic que c'est les résistances le problème. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter ça parce que même si l'expiration, c'est quelque chose de passif, on peut quand même aller chercher de l'information en regardant les graphiques d'expiration. Puis pire que ça, il faut bien les ajuster. Ça, c'est tout dans vos cours, vous allez voir ça, parce qu'ici, on aura un réel problème. C'est ça que je pense que je devais parler dans une autre vidéo de ce qu'on appelle une autopie. Ici, le patient n'a pas pu expirer complètement avant probablement le réenclenchement d'une nouvelle inspiration. Donc, si on vous force l'air dans les poumons avant que vous ayez eu le temps de l'inspirer, ben maintenant, on va vous surgonfler le poumon. Et là, ça ne marche pas, là. Maintenant, ben, pour être plus précis que ça, c'est bien beau de poser un petit diagnostic rapide en regardant les courbes à l'expiration, mais quand même, on voudrait, si le patient change d'état, éventuellement, on va vouloir quantifier son état. Je vous dis que le patient précédent, donc, nécessite une pression expiratoire de 16,5 cm d'eau. Maintenant, ce serait quoi ces nouvelles valeurs de résistance et de compliance? Bien, la pression du ventilateur, on sait que ça correspond à la pression transrespiratoire. Il y a la pipe à tenir en compte, là, mais en bout de ligne, c'est 16,5 cm d'eau que ça prend pour inspirer au total. Et la pression du ventilateur ou la pression transrespiratoire, c'est la somme des deux pressions, résistive et élastique. Mais nous, la résistance se trouve à partir de la pression résistive et la compliance se trouve à partir de la pression élastique. Donc, à partir de ça, ici, on n'est pas capable de venir découpler les deux, là. Nous autres, on sait qu'au total, c'est 16,5, mais on ne peut pas dire qu'est-ce qui est quoi. Donc, pour le moment, on n'a pas ces deux variables-là. Il y a donc un test qu'on peut faire, ça s'appelle le test de la P-plateau, et je vous le présente dans le prochain vidéo. C'est une technique qui est vraiment intéressante. Ce n'est pas un mode ventilatoire, mais c'est vraiment un test qu'on peut faire pour être capable d'évaluer c'est quoi ces deux pressions-là chez un patient.
Donc, la suite bientôt. Le prochain vidéo va justement parler de ce test-là de la P-Plateau. Donc, je vous remercie et à la prochaine.